Cette histoire commence alors que Kamichiro fait le même vieux trajet pour le même vieux travail, chaque jour de sa misérable vie. On lui a toujours dit qu'une vie routinière mènerait au bonheur, mais une petite partie de lui désire quelque chose de différent. Kamichiro regarde attentivement une scène étrange à la télévision, et il est stupéfait lorsqu'il est téléporté quelque part. Un homme dit être celui qui gère le système solaire, alors Kamichiro se demande si cela fait de lui un extraterrestre. Le type dit qu'il est plus proche d'un dieu, et il montre à Kamichiro une planète appelée Mathias. Mathias ne parvient pas à prospérer, quoi qu'on fasse, car les civilisations de la planète s'éteignent de temps en temps. Cet échec dure depuis trop longtemps, alors l'homme a décidé de faire quelque chose de plus radical. Il donnera à cette planète une seule goutte d'eau, car même une seule goutte peut créer des vagues géantes capables de changer la planète entière. Étonnamment, il a choisi Kamichiro pour être cette goutte d'eau. C'est une sacrée responsabilité aux yeux de Kamichiro, mais le dieu explique que de toute façon, Kamichiro n'est plus en vie. Donc s'il n'y va pas, il disparaîtra avec son âme. Le dieu sait exactement comment rendre l'accord plus attrayant en expliquant qu'il donnera à Kamichiro des pouvoirs spéciaux, autant qu'il en voudra. Le dieu commence par lui donner la magie et le mana au maximum, mais il veut entendre ce que Kamichiro désire. Kamichiro passe instantanément du scepticisme à l'enthousiasme et déclare qu'il veut de mignons partenaires pour l'accompagner dans sa quête. Pour le plus grand plaisir de Kamichiro, le dieu explique qu'il les rencontrera en temps voulu, et il continue d'ajouter des pouvoirs. Il renforce la capacité de recherche de Kamichiro et fait en sorte qu'il puisse gagner de l'argent en vendant des matériaux. Un sac pour y mettre tous les matériaux qu'il a collectés est ajouté, ainsi que la capacité de comprendre toutes les langues du monde. De plus, pour renforcer sa défense, il donne à Kamichiro plusieurs résistances. À ce moment-là, Kamichiro commence à disparaître, ce qui signifie qu'il est presque temps pour lui de partir. Le type se demande s'il a donné trop de capacité à Kamichiro, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Il exprime cependant son inquiétude lorsqu'il voit qui sera le partenaire de Kamichiro, et il se demande si tout ira vraiment bien. Cela fait paniquer Kamichiro, mais il n'y a pas le temps d'expliquer, et le dieu lui dit simplement que tout ira bien. Quelques instants plus tard, Kamichiro se réveille dans son nouveau monde et dans son nouveau corps. Il n'est pas vraiment sûr de ce qu'il est censé faire, alors il part à la recherche d'un endroit peuplé. Kamichiro trouve un village, mais il réalise qu'il ne pourra pas acheter de nourriture sans argent. À ce moment-là, il se souvient que le dieu a renforcé sa capacité de recherche pour qu'il puisse trouver des matériaux à vendre. Kamichiro active sa capacité de magie de recherche, mais il est déçu quand rien ne se passe. Il se rend compte qu'il le prononçait mal, alors quand il le dit correctement, de petits symboles apparaissent partout. Ce symbole lui montre où se trouvent les matériaux et en prononçant le mot scan, il obtient plus de détails à leur sujet. Kamichiro est ravi d'avoir des capacités aussi utiles, et il n'en croit pas sa chance lorsque le premier matériau qu'il ramasse est de rang B. Kamichiro passe plus de temps à collecter tous les matériaux indiqués par sa capacité, mais la plupart s'avèrent être de rangs inférieurs. Tout est de rang E, mais une pierre étrange attire l'œil de Kamichiro. Il pense qu'elle pourrait avoir de la valeur à cause de sa beauté, mais il s'avère que c'est juste une crotte, et il ne comprend pas pourquoi elle est de rang C. Kamichiro est tout de même content car au moins il a appris que les objets qu'il peut vendre sont classés par différents symboles, et qu'il peut les trouver en utilisant sa magie de recherche. Avec son sac rempli de matériaux, Kamichiro est impatient de voir combien d'argent il va obtenir, alors il se précipite vers le village. Le garde à la porte suppose que Kamichiro est un chevalier à cause de sa taille impressionnante, mais Kamichiro dit simplement qu'il est un vendeur de matériaux. Cela ferait de lui un spécialiste de la collecte, ce qui, selon le garde, est assez rare. Il se présente comme Marlowe et explique à Kamichiro qu'ils n'ont pas de magasin de matériaux, mais qu'ils ont une boutique générale. Kamichiro s'y rend directement, et le propriétaire du magasin est stupéfait lorsque Kamichiro lui montre la crotte. Il l'appelle les excréments d'un fourmilier marteau et est bien trop impressionné par sa bonne forme et sa belle couleur. Il félicite Kamichiro pour avoir fait un si bon travail en trouvant un objet exquis et lui propose de lui donner 5 pièces d'or en échange. Kamichiro n'a aucune idée de ce que cela représente, alors l'homme explique qu'une nuit dans une auberge coûte 500 raves, et qu'une pièce d'or vaut 1000 raves. Kamichiro fait la conversion dans sa tête et est choqué de découvrir que ce type est prêt à payer 400 $ pour une crotte. Le type devient bien trop excité quand Kamichiro accepte son offre,
et Kamishiro ne revient pas qu'il se la frotte même sur le visage. Notre héros lui montre le reste de sa récolte, et le type n'arrive pas à croire que Kimishiro a obtenu tout ça tout seul. Il se demande pourquoi il apporterait de si bons objets dans un magasin au milieu de nulle part, alors Kimishiro dit simplement qu'il aime voyager tout en collectant toutes sortes de matériaux. Après avoir vu les compétences de Kamishiro, l'homme décide de lui demander une faveur. Il révèle qu'il y a un minerai de mithril dans une montagne voisine, et il veut que Kamishiro aille le chercher. Kamishiro est toujours partant pour une aventure, alors il accepte, et l'homme lui donne 360 000 raves pour toutes ses affaires. La conversion de ce montant manque de faire s'évanouir Kamishiro, car cela équivaut à près de 25 000 $. Avant que Kamishiro ne parte, l'homme révèle qu'il y a des monstres sur la montagne, mais il l'assure que Kamishiro peut s'en charger. Avant d'aller à la montagne, Kamishiro passe une nuit dans une auberge, et une jeune fille lui apporte un bol d'eau. Cela coûte 30 raves, et Kamishiro est surpris d'apprendre que c'est pour se laver. Bien sûr, notre héros préférerait prendre un bain, mais il est horrifié quand elle explique qu'il n'y a pas de bain ici. Les sorciers peuvent nettoyer les gens avec de la magie, mais il n'y en a pas non plus en ville. Entendre le mot magie donne une idée à Kamishiro, alors il paie la fille pour Léo afin qu'elle puisse partir. Quand il est seul, Kamishiro essaie quelques mots, et quand il dit propre, la magie s'active. Quelques instants plus tard, Kamishiro constate qu'il est plus propre que jamais, et il réalise qu'il peut faire n'importe quel type de magie tant qu'il trouve le mot juste. En chemin vers la montagne, on voit que Kamishiro commence à prendre le coup, et il est choqué de trouver un symbole de pique pour la première fois. Il se précipite pour voir ce que c'est, mais il est horrifié quand il s'avère que c'est un squelette. Sa capacité peut même lui montrer le nom de la personne décédée et son rang. Ce qui est le plus intéressant, cependant, c'est une amulette de famille qu'il trouve à côté du squelette. Sa capacité montre que l'amulette a été fabriquée par la mère du type, et Kamishiro décide qu'il ne peut pas laisser le corps tel quel après avoir lu la lettre à l'intérieur. C'est une lettre touchante de la sœur du type lui disant de ne pas trop se surmener. Après avoir enterré le squelette, Kamishiro se dirige vers une autre zone et crée une barrière autour de lui. Il met ensuite plusieurs herbes qu'il a cueillies et quelques assaisonnements dans un bol avant d'ajouter enfin de la viande. Kamishiro s'étonne lui-même en goûtant le délicieux ragoût, et il dit que se faire izuke est la meilleure chose qui soit. Finalement, il atteint la forêt des dragons anciens, un endroit dangereux infesté de monstres. Kamishiro utilise une lumière pour l'aider à voir tous les symboles, mais il ne voit aucun minerai. Il ne voit pas non plus un seul animal, alors il se demande si c'est parce qu'il sent très mauvais en ce moment. Kamishiro l'accepte simplement, car cela signifie qu'il ne se fera pas attaquer, et il est soulagé de voir la fin de la forêt. Malheureusement, il s'avère que c'est aussi la fin du sol sous ses pieds, et Kamishiro tombe d'une falaise. Kamishiro passe en revue tous les mots auxquels il peut penser, mais aucun ne fonctionne. Flotter et léviter ne fonctionnent pas, mais il essaie finalement voler, et cela active la capacité de vol. Kamishiro atterrit en toute sécurité sur le sol et est ravi de voir le symbole des minerais tout autour de lui. Il se met au travail en ramassant tout ce qu'il peut, mais il ne trouve toujours pas de minerai de mithril. Il remarque un faible symbole, ce qui signifie que le minerai doit être plus profondément dans la paroi de la montagne, alors Kamishiro difflame et utilise une boule de feu pour détruire le mur. Cela fonctionne parfaitement car il trouve enfin le minerai de mithril, mais il n'y en a pas beaucoup. La grotte commence à trembler, ce qui signifie qu'elle pourrait s'effondrer, mais Kamishiro veut voir jusqu'où il peut aller. En explorant plus loin, il arrive à un endroit étrange avec une eau plus claire qu'il n'a jamais vue. L'analyse de Léo révèle qu'elle est de rang double S, et c'est la chose la plus précieuse qu'il ait trouvée jusqu'à présent. La lecture des détails explique que Léo contient l'élément magique d'un dragon ancien, ce qui signifie qu'un dragon doit vivre ici. Kamishiro décide de ne pas s'en soucier et se prépare à prendre autant d'eau que possible. Avant de jeter Léo de son récipient, Kamishiro veut d'abord vérifier si l'eau de dragon est potable, alors il va en prendre une poignée. À ce moment-là, un dragon terrifiant émerge de l'eau et est furieux que Kamishiro ne lui réponde pas. Kamishiro n'en croit pas ses yeux, et le dragon est également surpris que Kamishiro ait pu résister à sa pression. Kamishiro s'excuse instantanément d'être entré dans la demeure du dragon, et le dragon est impressionné par son courage. Kamishiro se présente et explique qu'il est un humain, mais le dragon a du mal à le croire. Le dragon a senti une quantité écrasante de mana émaner de lui, et c'était suffisant pour le réveiller de son sommeil.
Kimichiro n'a aucune idée de quoi il parle, mais le dragon explique que le mana de Komichiro est suffisant pour rivaliser avec le sien. Le nom du dragon ancien est Voldius, et il révèle qu'il a une requête pour Komichiro. Voldius reconnaît la pureté de la force de Komichiro, et cela lui fait penser que Komichiro pourrait être capable de réveiller son enfant. Bien sûr, le dragon ne lui demande pas de le faire gratuitement, alors il révèle qu'il donnera à Komichiro une tonne de minerai de mithril en retour. Voldius montre à notre héros l'œuf qui n'éclot pas, mais il n'a aucune idée de ce qu'il est censé faire. Voldius lui ordonne d'y verser son mana de la même manière qu'il a créé sa lumière. Komichiro dit le mot chaleur pour le réchauffer, mais il s'inquiète lorsqu'une grande puissance déferle tout autour de lui. Quelque chose ne va clairement pas, mais Voldius éclate d'un rire énorme. Le corps de Komichiro commence à être aspiré dans l'œuf, et il pense qu'il vient juste d'arriver dans ce monde, et qu'il espérait en voir plus avant de mourir. Quelques secondes plus tard, Komichiro se retrouve dans un endroit étrange, et une voix le traite d'imprude. Komichiro se demande si c'est le dieu de tout à l'heure, mais elle se rend compte que c'est une personne différente. Cette fille explique qu'elle bricole cette planète depuis des dizaines de milliers d'années, mais il n'a fallu qu'un jour à Komichiro pour provoquer une énorme onde de choc, et elle n'aime pas ça. Komichiro n'a aucune idée de ce que cette fille essaie de dire, mais la fille le renvoie simplement. Komichiro est confus quand il retourne dans le monde, mais content de voir qu'il a réussi à faire éclore l'œuf. Voldius a demandé à Komichiro de nommer le bébé, mais Komichiro n'est pas sûr de devoir le faire. Voldius explique que ce n'est pas un problème car l'enfant a déjà son vrai nom, et il veut juste que Komichiro lui donne son nom commun. Komichiro accepte et nomme le bébé dragon B pour Black, noir. Voldius dit à B d'explorer le vaste monde autant qu'il le souhaite, et il rejoint le groupe de Komichiro. Komichiro souligne que le petit vient de naître et se demande si c'est une bonne idée que Voldius le laisse partir avec un étranger comme lui, mais Voldius n'est pas inquiet. Il souligne que Komichiro est plus fort que lui, et il se sent en sécurité en lui confiant son enfant. Voldius donne alors à Komichiro sa récompense en tirant un rayon sur son sac, et il lui dit au revoir. Komichiro demande formellement à B s'il veut l'accompagner dans son voyage de collecte, et le petit dragon accepte. Komichiro ne pourrait pas être plus heureux, mais d'abord, il nettoie le petit dragon qui pue. Komichiro se dirige vers la surface où B fait l'expérience de sa première fois à l'extérieur. Essayer de naviguer dans la forêt quand il fait noir pourrait être dangereux, et Komichiro commence à avoir très faim. Alors il dit à B qu'ils vont juste installer un campement pour la nuit. Dans la boîte d'objets de Komichiro, on voit qu'il a une grande quantité d'eau d'éléments magiques de rang double S. C'est de l'éau de mana infusée avec l'essence qui a débordé du dragon ancien, et c'est essentiel pour élever un bébé dragon comme B. Il s'avère que Komichiro n'a pas seulement un peu de cette eau. Voldius a en fait relié sa boîte d'objets au lac souterrain. Alors Komichiro dit à B de boire autant qu'il veut. Ils ont une réserve inépuisable, et Komichiro veut que son nouveau copain grandisse en bonne santé. B en offre à Komichiro, alors notre héros boit l'éau de rang double S et est stupéfait de sa pureté. Avant qu'il ne fasse trop nuit, Komichiro crée une barrière en utilisant des pierres magiques. Selon l'encyclopédie qu'il a achetée à la boutique de Jérôme, les pierres magiques sont très précieuses. Grâce à toutes les capacités que le dieu lui a données, Komichiro peut en fait fabriquer des pierres magiques assez facilement. À sa grande surprise, Komichiro en utilise une pour allumer un feu, et il se met à cuisiner. Il assaisonne un morceau de viande à la perfection puis commence le ragoût. Ce n'est que la deuxième fois qu'il prépare une soupe à la viande, mais il l'a si bien réussi qu'il pourrait en manger pour toujours. B bave devant la délicieuse soupe, alors Komichiro lui en sert en l'avertissant que c'est peut-être chaud. Le petit dragon impatient ne tient pas compte de son avertissement, cependant, et finit par se brûler la langue. Komichiro la refroidit correctement comme un bon gardien, et B peut enfin savourer le délicieux repas. Le ventre plein, B se détend, et Komichiro est soulagé de voir que le dragon peut consommer autre chose que de l'éau. Cela signifie qu'ils peuvent manger les mêmes aliments ensemble, alors Komichiro est impatient de trouver d'autres recettes. Komichiro ne peut s'empêcher de se demander si B se sent seul après avoir quitté son père, mais B se contente de le serrer dans ses bras. B semble très heureux, et Komichiro sent qu'il essaie de lui dire que tout ira bien tant qu'ils seront ensemble. B est assez adorable, alors Komichiro est surpris de découvrir que quelque chose d'aussi petit que lui est de rang B. Ce n'est pas tout, car B possède des compétences et des capacités incroyables.
Cependant, Kimichiro ne s'en soucie pas tant que ça, car B n'est encore qu'un enfant, et les enfants ont besoin d'être bien guidés. Kamichiro devient très sérieux et dit à B que même s'il est plus fort que lui, cela ne signifie pas qu'il peut se comporter imprudemment. Il souligne que Voldius serait très contrarié s'il lui arrivait quelque chose, mais B est déjà endormi. Le lendemain matin, Kamichiro remonte la falaise d'où il est tombé et arrive dans la même forêt. Elle a l'air beaucoup moins effrayante qu'avant, alors Kamichiro ne peut que se demander ce qui s'est passé pendant la nuit. Kamichiro ne s'en préoccupe pas, supposant que ce doit être une sorte de forêt mystérieuse, et il y retourne. Il décide que c'est le bon moment pour collecter des matériaux et se rappelle de se concentrer sur la recherche d'objets de rancée. Kamichiro utilise sa capacité de recherche pour révéler tous les symboles au-dessus de plusieurs objets, et il trouve plein de choses intéressantes. Soudain, B se précipite à ses côtés, terrifié par quelque chose. Kamichiro utilise à nouveau sa recherche, mais cette fois il concentre sa capacité sur la détection de monstres agressifs. Cela révèle au moins 7 monstres à proximité, ce qui est très différent de la dernière fois où il était dans la forêt et où il n'y avait aucun monstre. Kamichiro pensait que c'était parce qu'il sentait si mauvais, alors il en déduit que son odeur a dû s'estomper. Peu importe, car ils sont en danger, mais Kamichiro dit qu'abattre des monstres ne sera pas si mal. Il acquérera une bonne expérience, et les monstres pourraient avoir des matériaux de valeur. À ce moment-là, les choses s'aggravent considérablement lorsqu'un faucon de roche géant apparaît derrière eux. C'est une bête de rancée, mais Kamichiro n'a pas du tout peur car elle a l'air plutôt mignonne comparée au terrifiant Voldius. Sa capacité révèle que sa viande est riche et sucrée en gras, alors il retrouve son intérêt. Elle pourrait être vraiment savoureuse, et les yeux de Kamichiro s'écarquillent alors qu'il ne voit l'oiseau que comme un ingrédient géant pour sa prochaine recette. Kamichiro se protège lui et son ami avec un bouclier et invoque des aiguilles de glace pour une attaque. Kamichiro n'aime pas prendre des vies, mais s'il doit chasser, il ne le fera que comme moyen de survie. Il lance les projectiles qui transpercent la bête, et Kamichiro célèbre l'acquisition d'une viande délicieuse. B signale nerveusement que les autres bêtes sont arrivées, mais Kamichiro ne les voit que comme plus de viande. Avant qu'ils ne puissent attaquer, Kamichiro prononce les mots rapides pour s'accélérer et réduction pour alléger son corps. Une fois en l'air, Kamichiro durcit ses bras et ses jambes, et il s'écrase sur l'un des monstres. Ses coups de poing sont chargés de bien plus de puissance qu'il ne s'y attendait après avoir été durci, et ses coups de pied sont aussi très bons alors qu'il démolit un autre loup. Kamichiro est content de son nouveau grand corps car les coups de pied sont beaucoup plus efficaces avec ses très longues jambes. Kamichiro s'occupe du reste de la meute et prend un moment pour rassembler toute la délicieuse viande pour laquelle il vient de travailler. Après l'avoir emballé, cependant, Kamichiro découvre que beaucoup d'autres monstres approchent. Kamichiro ne pense pas pouvoir continuer à se battre tout au long de la forêt, alors il essaie de trouver un plan. B l'entend et essaie de les faire sortir de là en volant ensemble, mais c'est une lutte. Kamichiro dit qu'ils peuvent essayer autre chose, mais le petit dragon n'abandonne pas et commence à soulever son père humain. Kamichiro est impressionné par la force de B, et il l'aide en utilisant réduction sur lui-même pour s'alléger. Cependant, c'est bien trop efficace, car les deux s'envolent directement dans le ciel. Kamichiro dit calmement à B qu'il monte trop haut, alors B le lâche, et Kamichiro crie pour sa vie. B l'empêche de s'écraser au sol, et Kamichiro est juste content d'être en vie. Un coup d'œil à la carte révèle qu'ils ont parcouru une grande distance, alors Kamichiro remercie B d'avoir travaillé si dur pour les sortir de là vivants. Kamichiro rappelle à B qu'il est un humain, donc le dragon doit être un peu plus doux avec lui, mais B n'a aucune idée de quoi il parle. Kamichiro dit que ce n'est pas grave et dit simplement à B qu'il comptera à nouveau sur lui à l'avenir. B ne pourrait pas être plus heureux d'entendre de tels éloges, et il écrase les entrailles de Kamichiro avec un câlin de la taille d'un dragon. Kamichiro révèle qu'il y a des jours de voyage avant d'atteindre le village, mais B est plus intéressé par le bâton qu'il porte. C'est une branche d'arbre qu'il transportait dans son sac, et sa capacité révèle qu'elle provient d'un arbre célèbre appelé Yggdrasil. C'est un arbre légendaire, et la branche est de rang doublesse. À ce moment-là, B semble avoir une idée, et il souffle sur toute la branche. Kamichiro n'a aucune idée de ce qu'il fait, et il est choqué lorsque le souffle de B transforme la branche en une sorte de bâton. Il s'avère que le souffle de B est imprégné de mana, et quand il a soufflé sur toute la branche, il l'a réveillé. Kamichiro a dit à tout le monde qu'il n'était qu'un simple collecteur de matériaux, alors ils se demandent s'ils deviendront méfiants en le voyant avec le bâton.
il a l'air plutôt cool, mais Kamishiro ne veut pas non plus être vu comme un mage tape à accent grave l'œil. À ce moment-là, Kamishiro entend un grognement au loin, et il avertit B de se mettre à l'abri. Le son est féroce, mais B charge en avant, et Kamishiro se précipite après lui. B lui indique quelque chose, et Kamishiro est surpris de trouver une elfe blessée. Elle a l'air d'avoir été attaquée par un monstre, mais la fille révèle que ce n'est pas le cas. Son estomac gronde comme une bête, et Kamishiro n'arrive pas à croire que c'était le monstre dont il avait peur. Elle révèle qu'elle n'a pas mangé depuis 3 jours, mais ce dont elle a le plus besoin, c'est d'eau. Kamishiro lui donne le reste de son eau potable normale, et la fille le remercie de lui avoir sauvé la vie. Son estomac ne cesse de gargouiller, cependant, Kamishiro se souvient que l'aubergiste lui a donné un déjeuner spécial à emporter. La fille accepte avec empressement la gentille offre, et Kamishiro ne se souvient pas avoir lu dans un livre qu'une elfe se comportait comme elle. À ce moment-là, Kamishiro s'inquiète lorsque la fille arrête de manger, mais c'est juste parce que la nourriture est incroyablement bonne. La fille a l'impression d'être montée au ciel grâce à la saveur, mais Kamishiro dit que c'est probablement juste parce qu'elle était affamée. La fille dit de manière dramatique qu'elle a été ressuscitée pour manger plus de nourriture, mais Kamishiro sent que quelque chose ne va pas. Il souligne qu'ils sont assez loin du village, mais pas au point qu'elle aurait manqué de nourriture. La fille essaie de dire qu'elle était juste pressée, mais cela ne lui convient pas non plus car les voyageurs ont généralement des rations préparées. L'elfe n'aime pas toutes ces questions, et elle est sauvée par sa puanteur. Kamishiro a toujours imaginé que les elfes sentiraient comme une brise de printemps avec une pointe de menthe poivrée, mais cette fille sent le fumier de vache. Elle est incroyablement insultée et explique qu'elle n'y peut rien puisqu'elle campe depuis des jours. La fille dit qu'elle est pressée, alors elle remercie notre héros. Elle est toujours assez agacée par son insulte, mais il n'y a pas de temps, et elle part. Ensuite, Kamishiro a pris son temps pour collecter des matériaux pendant qu'il sortait de la forêt. Juste au moment où ils sortent, les deux sont ravis de découvrir qu'une calèche passait par là. Kamishiro regarde avec étonnement car au lieu d'être tiré par un cheval, cette calèche est tirée par une licorne. Les licornes sont assez communes dans ce monde, et elles ne sont que de rang E. Le cocher se demande si Kamishiro est une sorte de mage à cause de son bâton, mais notre héros le corrige en expliquant qu'il n'est qu'un type qui collecte et échange des matériaux. C'est encore plus impressionnant pour le type, car un collecteur spécialisé est incroyablement rare. Kamishiro ne s'attendait pas à cette réaction, et il pense qu'il ne se considérerait pas comme un spécialiste. Le type lui propose de l'emmener au village, mais Kamishiro souligne qu'il est un homme assez grand, et qu'il pourrait ne pas rentrer. Heureusement, il y a beaucoup de place à l'intérieur de la calèche, et la famille semble très amicale. Pour une raison quelconque, depuis son arrivée dans ce monde, Kamishiro a remarqué que les enfants semblent beaucoup l'apprécier. Kamishiro est en quelque sorte un parent lui-même maintenant, donc ça ne le dérange pas. Kamishiro espère vraiment ne pas trop déranger, mais le type explique que la règle du village est de s'entraider en cas de besoin. Toute la famille vit selon cette devise, et Kamishiro pense au courage de ses enfants qui voyagent avec leurs parents dans une région si dangereuse. Les enfants sont très amicaux, alors Kamishiro les avertit qu'ils ne peuvent pas trop faire confiance aux étrangers. Il dit que même lui aurait pu être abandonné, mais le garçon révèle qu'il a toujours su que Kamishiro était bon. C'est parce qu'ils ont une cloche qui sonne chaque fois que quelqu'un de dangereux s'approche d'eux. C'est un appareil assez utile, et Kamishiro pense qu'il pourrait même en fabriquer un. Tout le monde se présente formellement, mais les enfants entendent des gazouillis provenant du manteau de Kamishiro. Les enfants veulent vraiment voir quel genre d'animal de compagnie il a, mais Kamishiro les avertit que c'est un monstre assez rare. Elisa est surprise de l'entendre être si secret, alors elle souligne que les monstres ne sont pas si rares que ça, et que les aventuriers en gardent souvent à leur côté. Kamishiro est ravi d'apprendre que les monstres sont très courants, alors il dit à B de sortir. Il lui ordonne aussi de ne mordre personne, alors B sort avec un sourire. Les parents sont en fait assez choqués de voir un dragon, alors Kamishiro décide qu'il vaut mieux ne pas leur dire que c'est l'enfant d'un dragon ancien. La famille suppose que Kamishiro doit être un chevalier dragon pour avoir un dragon, mais il leur dit simplement qu'il a trouvé un œuf de dragon par hasard. Ceci, bien sûr, est encore plus choquant pour eux, car faire éclore un dragon de son œuf n'est pas une tâche facile. En fait, c'est du jamais vu pour un humain. Alors que B chahute avec notre héros, il devient de plus en plus clair pour Kamishiro à quel point les dragons sont rares.
Elisa explique qu'il rencontre rarement des chevaliers dragons, et qu'un vrai dragon est encore plus rare. Kamishiro n'a vu des chevaliers dragons que dans les jeux de rôle, alors il est sûr qu'il les dévisagera s'il en rencontre un. Cette nuit-là, ils installent leur camp, et Porin est impressionné de voir les pierres magiques que Komishiro utilise pour éloigner les monstres. De plus, B les alertera si quelque chose de dangereux approche, alors Komishiro leur assure qu'ils seront en sécurité. Elisa dit que c'est l'heure du dîner, alors Komishiro demande s'il peut cuisiner pour tout le monde. Elle l'autorise, et les enfants sont fascinés lorsque Kimishiro sort une tonne d'ingrédients. Ils ne peuvent s'empêcher de se demander s'il est un mage, mais Kimishiro explique que son sac est en fait une boîte d'objets qui peut transporter une tonne de choses. Kimishiro finit de cuisiner sa soupe à la viande habituelle, mais cette fois il a ajouté un autre plat, qu'il appelle une salade de champignons et de légumes. Tout a l'air si incroyable, et la famille se jette dessus avec empressement. La femme et les enfants n'ont jamais rien goûté d'aussi délicieux, mais quelque chose semble ne pas aller avec Porin. Tout le monde craint qu'il ne soit arrivé quelque chose de terrible, mais il s'avère simplement que la saveur délicieuse l'a fait pleurer. Ils n'ont mangé que de la viande séchée jour après jour sur la route, alors voir son enfant si heureux de manger un festin l'a ému. Poron ne peut s'arrêter de pleurer, et Kamishiro rit de voir à quel point il exagère. Poron déclare que Kamishiro est définitivement un mage et lui donne le titre de sorcier du goût. Tout le monde trouve ça hilarant, et bientôt il est temps de jouer une petite chanson. Toute la famille se joint à la fête, et tout le monde profite du reste de la soirée. Un moment si animé fait vraiment réfléchir Kamishiro à sa vie et à toutes les choses qu'il n'avait pas réalisées. Il a appris que, comparé à manger seul en silence, passer du temps avec les autres n'est en fait pas si mal. Pour la première fois depuis son arrivée dans ce monde, Kamishiro a pu rire de bon cœur. Quand il est l'heure de se coucher, Kamishiro dit bonne nuit à B et regarde joyeusement les étoiles. Le lendemain matin, Kamishiro prend le temps de profiter des petites choses de la vie. Il lave une paire de ciseaux et pense que travailler sur des choses comme ça fait parfois du bien. Elisa est surprise de le voir lever si tôt, alors Kimishiro explique qu'il faisait juste un peu d'entretien sur ses ciseaux. Kimishiro pense alors que tout est arrivé par hasard, mais il commence à penser que la collecte de matériaux lui convient en fait très bien. C'est l'heure de partir pour le petit déjeuner, mais Komishiro demande à conduire le chariot. Porin l'autorise, mais la licorne va un peu trop lentement, et Komishiro lui demande d'accélérer. Ils avancent vraiment maintenant, et Porin est surpris de voir que la licorne cesse déjà prise d'affection pour notre héros. B arrive pour les rejoindre à l'avant, et ils arrivent enfin au village de Tormi. Poron et sa famille doivent continuer vers leur destination, alors Kamishiro dit au revoir à ses nouveaux amis. Un homme explique que Poron travaille très dur pour subvenir aux besoins de sa famille, mais gagner de l'argent est une véritable lutte. Sans chasse, ils s'en sortent à peine avec de la nourriture et des provisions. Cela fait réaliser à Kamishiro que c'est pour ça que Poron a pleuré en goûtant sa cuisine. Au début, Kamishiro prenait cela pour acquis, mais cette information met vraiment en perspective la chance qu'il a d'avoir des capacités qui lui permettent de collecter des matériaux. Kamishiro va ensuite faire son rapport à Jérôme sur le travail qu'il a fait pour lui. Kamishiro lui montre tout ce qu'il a collecté pendant son voyage, mais il a aussi ajouté un petit quelque chose en plus. Jérôme a envoyé Kamishiro chercher du minerai de mithril, mais Kamishiro a glissé un morceau de minerai magique de mithril juste pour voir ce qu'il dirait. Kamishiro devient un peu nerveux, cependant, car Jérôme regarde le morceau de minerai magique de mithril depuis un bon moment, et tout ce qu'il fait, c'est grogner. Jérôme rompt enfin son silence pour murmurer que Kamishiro lui a apporté des trucs assez fous. L'expertise de Jérôme lui dit que cette pierre que Kamishiro lui a apportée n'est pas une simple pierre ordinaire. C'est un minerai magique mythique, et son incrédulité le pousse à demander à Kamishiro où il l'a trouvé. Kamishiro est choqué lorsque Jérôme révèle que ce minerai magique est une matière de légende, et que c'est comme une masse de mana concentrée. Même quelques minuscules morceaux de ce matériau pourraient remplacer toutes les pierres magiques utilisées dans tout le royaume. Des guerres seraient menées pour en avoir assez, alors Kamishiro est stupéfait de réaliser qu'il a trouvé quelque chose de si précieux. Jérôme est content que sa vraie valeur commence à lui apparaître, mais Kamishiro ne veut pas que quiconque connaisse son incroyable capacité de collecte, alors il dit à Jérôme qu'il est juste tombé sur le morceau de minerai magique de mithril. Il est pratiquement impossible de trouver ce genre de choses, alors Jérôme en déduit que Kamishiro doit avoir une grande chance et beaucoup de talent.
Il ne fait aucun doute dans son esprit que Kimichiro est talentueux car il sait être au bon endroit au bon moment. Cependant, il dit que le talent seul ne suffit pas. Si Kimichiro acquérait plus de connaissances, il pourrait peut-être trouver les objets les plus rares du monde entier. Pour cette raison, Jérôme suggère que Kamichiro se rende à la ville de Belgaem. C'est une ville bien plus grande que ce petit village. Là-bas, il trouvera des tonnes d'informations, et il y a aussi une guilde d'aventuriers. Après avoir appris sur le monde, Komashiro saura quoi chercher, et les magasins de la ville pourront payer le prix fort pour les matériaux que Jérôme ne pourrait pas acheter. Jérôme n'aimerait rien de plus que de garder les compétences de Komashiro pour lui-même, mais ce ne serait pas juste. Jérôme voit son potentiel, et il veut que Kamichiro se fasse un nom. Kamichiro ne veut pas vraiment être célèbre ou quoi que ce soit, mais il aime vraiment l'idée d'obtenir plus d'informations pour trouver des objets encore plus rares. Cette nuit-là, Kamichiro étudie un peu. Il apprend que les aventuriers sont divisés en combat, soutien, et toutes sortes d'autres rôles. Après avoir été envoyé dans un autre monde, Kamichiro décide qu'il veut voyager et voir les choses qu'il n'a jamais pu voir auparavant. En tant qu'aventurier, il pourrait gagner de l'argent tout en voyageant. C'est décidé maintenant, Komashiro se fixe comme objectif de rejoindre une guilde à Belgaem. Il n'est pas pressé, cependant, car il y a encore des choses qu'il veut faire dans ce village. Il commence par faire dépecer le faucon de roche qu'il a vaincu par un boucher. Puis il profite d'une soirée à un petit festival où il partage de la nourriture avec le garde qu'il a rencontré à la porte à son arrivée. Bien sûr, il collecte aussi plus de matériaux comme toujours, et la bouchère lui donne la poudre de bouillon qu'elle a faite avec les os du faucon de roche. Elle est reconnaissante pour ses affaires, mais elle ne peut s'empêcher d'être triste en sachant que Komashiro partira demain. Tout le monde au village va lui manquer, et ils aimeraient qu'il puisse rester un peu plus longtemps. Kamichiro admet qu'il aimerait beaucoup, mais il y a trop de choses à voir dans le monde pour lui. Elle ne veut pas le retenir, alors à la place, elle lui donne un cadeau d'adieu. C'est un repas de voyage car il faudra un mois entier à Komashiro pour se rendre à Belgaem, et elle ne veut pas qu'il meure de faim. Komashiro la remercie, mais elle est super inquiète pour lui, et elle lui donne encore plus de nourriture. C'est un peu trop, mais cela rend Komashiro reconnaissant d'avoir une boîte d'objets qui peut tout contenir. Cette nuit-là, Komashiro pense au fait que Jérôme n'a finalement pas acheté le minerai magique de Mithril. C'est super précieux, alors Komashiro se demande s'il y a un moyen de l'utiliser à bon escient. Komashiro sent qu'il doit tant aux habitants de ce village, il veut tellement transformer le minerai magique de Mithril en quelque chose d'utile pour eux. Kamichiro a l'idée d'utiliser la magie pour combiner le minerai magique de Mithril avec une lampe, et il essaie. Il commence par imaginer à quoi cela ressemblerait après. Et une fois qu'il l'a en tête, il est prêt pour le sort. Kamichiro prononce le mot combiné, et sa magie parvient à fusionner le minerai magique de Mithril avec la lampe. Kamichiro utilise sa capacité de scan pour confirmer ce que c'est, et il est très satisfait de ce qu'il a créé. Le lendemain, tout le monde au village dit au revoir à Kamashiro et B. Pouron doit retenir ses larmes, et notre héros géant dit à Marlowe le garde qu'il a fabriqué un outil magique pour eux. De l'extérieur, cela ressemble à une simple lampe, mais en réalité, elle projettera une barrière autour de tout le village. Tout ce qui a de la malveillance ou une intention nuisible ne pourra pas entrer. Les villageois n'ont jamais entendu parler d'un outil magique capable de faire une telle chose, et Marlowe se demande si c'est vraiment quelque chose que Kamichiro veut leur donner gratuitement. Kamichiro dit que c'est sa façon de les remercier pour toute l'aide qu'ils lui ont apportée et un moyen pour lui de s'assurer qu'ils restent tous en sécurité jusqu'à son retour. Les villageois le remercient tous pour ce cadeau incroyablement gentil, et Kamichiro considère le village de Tormi comme sa maison. À ce moment-là, Jérôme a une étrange intuition à propos de cet outil magique. Il a du mal à croire que Kamichiro serait assez généreux pour faire ce à quoi il pense, alors il vérifie par lui-même. Bien sûr, il est alors choqué quand il voit que Kamashiro a utilisé le minerai magique de Mithril, incroyablement rare et précieux, pour fabriquer l'outil magique. Il est hors de question qu'il accepte un cadeau aussi précieux, mais Kamashiro a déjà utilisé ses jambes de géant pour s'éloigner du village à toute vitesse. Tout le monde lui dit au revoir, et Kamichiro a hâte de vivre les aventures qui l'attendent. Quelque temps plus tard, Kamichiro profite de son voyage paisible, mais il rencontre bientôt un monstre géant. Sa capacité révèle qu'il s'agit d'un crabe Mont-Blanc de Rancé, et il peut être incroyablement dangereux. Il y a beaucoup plus d'informations à son sujet,
mais ce qui intéresse le plus Kamashiro, c'est d'apprendre qu'il est comestible. On dirait qu'ils vont devoir se battre, mais ça ne le dérange pas car la chair de crabe est délicieuse. Kamashiro durcit son corps en préparation pour le combat, mais B prend les devants cette fois-ci. B utilise une sorte de son supersonique pour causer des dégâts majeurs au crabe, et il est facilement vaincu. Kamashiro n'avait aucune idée que le petit dragon pouvait faire ça, mais il n'y a pas le temps de célébrer car plusieurs autres crabes apparaissent. Ils sont encerclés, mais Kamashiro n'est pas trop inquiet puisque les crabes ne peuvent se déplacer que de côté. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour ces crabes, car Kamashiro est terrifié de les voir foncer droit sur lui. Heureusement, B se montre à nouveau utile en soulevant Kamashiro dans les airs et les crabes entrent en collision. Le premier crabe se relève, mais cette fois, Kamashiro est prêt à se battre. Il déclare qu'il se régalera de ses entrailles, et il utilise son super coup de grâce. Ça s'appelle Doria, et c'est en gros utiliser son bâton comme une batte de baseball pour envoyer le crabe voler. Les crabes sont tous vaincus, et notre héros célèbre avec son meilleur ami. Cette nuit-là, Kamashiro lance le sort de durcissement sur sa main pour pouvoir dépecer les crabes. Il met ensuite tous les morceaux dans une marmite géante et ajoute de l'eau. Une belle flamme porte l'eau à ébullition, et il ajoute beaucoup de sel pour aider à la cuisson et pour donner du goût. Une fois que c'est prêt, Kamashiro retire la carapace, et lui et son compagnon savourent le bon repas. Bien sûr, le goût est incroyable, et Kamashiro a hâte de voyager vers d'autres endroits pour pouvoir goûter à encore plus de plats délicieux. Quelques jours plus tard, Kamashiro est émerveillé de voir à quel point le mur de la forteresse autour de Belkem est grand et magnifique. La ville est immense, et sa guilde des aventuriers est la plus grande du continent. Il y a une inspection avant d'entrer dans la ville, alors Kamashiro fait la queue. Il ne veut pas trop se faire remarquer, alors il décide d'utiliser la magie pour déguiser son sac d'objets afin qu'il ressemble à un sac normal. C'est bientôt au tour de Kamashiro d'être inspecté, alors il ordonne à B de rester calme et de se cacher dans son manteau. Comme d'habitude, les gardes sont surpris d'apprendre que Kamashiro est un collecteur de matériaux, car c'est super rare. Ils supposent qu'il est à Belkem pour vendre des marchandises, mais Kamashiro dit qu'il est juste venu ici par intérêt pour la guilde des aventuriers. Belkem est la ville du commerce et de l'aventure, alors ils lui disent qu'il est au bon endroit. Avant qu'il ne puisse entrer, le garde explique qu'il doit lancer un sort appelé Avri sur Kamashiro. Le sort Avri est simplement une magie qui vérifie si un nouveau venu est suspect ou non. Tout se passe bien car le sort Avri ne montre rien d'anormal, et toutes les affaires dans le sac de Kamashiro sont également en ordre. Kamashiro est soulagé, mais il ne peut s'empêcher de se demander ce que les autres voient quand il regarde ses statistiques. Il est curieux de vérifier si sa capacité de scan peut lui montrer ce que les autres voient, mais sa première tentative ne lui montre que les statistiques du garde. Cependant, cela fonctionne à sa deuxième tentative, et il voit que son propre statut indique qu'on ne lui a pas encore attribué de rang. Il est également indiqué qu'il peut utiliser la magie, mais il n'y a rien d'extraordinaire chez lui. C'est pratiquement vide, ce qui lui fait réaliser que toutes les capacités supplémentaires que le dieu lui a données n'apparaissent pas sur son écran de statut. Kamashiro reçoit l'autorisation d'entrer, mais le garde remarque quelque chose d'étrange. Son détecteur indique quelque chose appelé la bénédiction du dragon, alors Kamashiro décide qu'il peut aussi bien leur montrer. Il fait en sorte que B se montre, et les gardes disent instantanément à quel point il est mignon. Le gars se corrige rapidement, cependant, et note que Kamashiro a un dragon avec lui. C'est une obligation pour les partenaires d'avoir des plaques d'identification pour prouver qu'ils appartiennent à leur propriétaire, alors Kamashiro cherche quelque chose dans son sac. Il trouve un charme que les enfants lui ont donné plus tôt, et il l'utilise comme une plaque qu'il place sur la queue de B. Tout est en ordre maintenant, et le garde explique qu'il va juste déposer une note auprès du maire disant qu'un dragon est entré dans la ville. Cela ne devrait pas être un problème, cependant, et les gardes souhaitent la bienvenue à Kamashiro à Belkem. En entrant, Kamashiro remarque combien il y a de sortes de gens différents, et il a l'impression d'être à nouveau arrivé dans un autre monde. Kamashiro se rend rapidement à la guilde où il est accueilli par Ariana, la réceptionniste. Elle tend à Kamashiro le formulaire d'inscription, et il réalise que ce sera la première fois qu'il écrira dans ce monde. Il a pu comprendre la langue dès le début, grâce aux capacités que le dieu lui a données, mais il ne sait pas ce qui se passera quand il essaiera d'écrire. Kamashiro écrit dans son ancienne langue, et il est choqué lorsque son écriture se transforme automatiquement en mots de la langue de ce monde. Il n'a aucune idée de la compétence qui se cache derrière cette petite astuce,
mais il pense que c'est super pratique. Ariana examine son formulaire et lui demande s'il a une quelconque expérience du combat. Komichiro dit qu'il en a un peu et énumère tous les monstres qu'il a vaincus. Ariana se demande s'il a des preuves, alors Komichiro réfléchit à ce qu'il peut lui montrer. Il trouve quelque chose, mais il prévient que c'est assez gros. Ariana ne voit pas d'inconvénient, mais elle est stupéfaite lorsque Komichiro sort le crabe géant entier de son sac. Elle panique après qu'il a écrasé la table, et Kamichiro explique que c'est un crabe Mantblank. Le monstre est assez précieux, et Ariana dit que c'est une preuve acceptable de son expérience au combat. Un type aux allures d'ours réalise que transporter le crabe géant signifie que Kamichiro doit avoir un sac d'objets. Cela le rend méfiant, alors il utilise une capacité sur Kamichiro. Les résultats lui indiquent que Kamichiro ne ment pas, et l'homme ours dit à Ariana que tout va bien. Ils n'ont rien à craindre car sa capacité montre que Kamichiro est bleu. Bien sûr, Kamichiro n'a aucune idée de ce dont il parle, alors l'ours explique qu'il vient de lui lancer un vari. La version du vari de l'ours est différente de toutes les autres car elle lui permet de lire la nature d'une personne. Le bleu signifie que la personne est pure et qu'elle n'a pas de mauvaises intentions. Cela étant fait, l'ours dit qu'il est temps de passer au processus d'évaluation et au paiement. Ariana explique rapidement que Kamashiro est ici pour s'inscrire, car l'ours pensait qu'il était là pour vendre le crabe géant. Kamashiro choque alors tout le monde en expliquant qu'il ne vend pas ses crabes. Il les mange. L'homme ours se demande si Kamashiro a un groupe avec lui, alors il dit qu'il est en groupe avec son petit ami dragon. Bien sûr, tout le monde est stupéfait par cela car un collecteur de matériaux est déjà assez rare, mais un qui voyage avec un dragon, c'est du jamais vu. Des rumeurs ont en fait commencé à se répandre au sujet d'un collecteur qui voyage avec un dragon, donc tout le monde est excité de voir un aventurier débutant aussi prometteur. Malgré tous les efforts de Kamashiro, il semble avoir attiré pas mal d'attention sur lui, alors il réalise qu'on ne peut rien y faire. Ariana l'éloigne de tout le monde et termine son inscription. Elle explique que selon les règles de la guilde, tout le monde commence au rang le plus bas, le rang F, et elle donne à notre héros son bracelet d'aventurier. Des fait remarquer qu'ils sont assortis maintenant, et les deux se préparent à commencer enfin leur nouveau voyage. Quelque temps plus tard, Kimichiro donne tous les objets qu'il a trouvés sur le squelette près du village de Tormi à la famille du gars. Le nom de l'aventurier était Belria Fan, et selon les gardes, il a accepté une quête pour acheter des médicaments pour son père. Kamashiro le rassure que Belria n'était pas en agonie quand il est mort, mais ils ne peuvent s'empêcher de pleurer. Sa mère est déçue car Belria était toujours si imprudent et causait tant de problèmes, mais Kamichiro explique qu'il essayait de faire quelque chose de bien pour eux. Il remercie Kamichiro d'avoir apporté ses affaires, mais il est clair que la santé du père décline. Kamichiro prévoyait seulement de leur rendre les affaires, mais il a une meilleure idée. Il leur demande la permission d'aider et dit que ce qu'il a l'intention de faire ne prendra qu'une minute. Plus tard, Kamichiro va vendre un tas de matériaux à la guilde. L'évaluateur n'a jamais vu de champignons aussi gros que ceux que Kamichiro a apportés, et il explique que le client pour qui Kamichiro travaille est très satisfait. À tel point qu'il a demandé à travailler spécifiquement avec Kamichiro à l'avenir. Ariana arrive et révèle que ce dernier client n'est pas le seul. Il y a des tonnes de requêtes demandant spécifiquement Kamashiro, et Ariana ne lui en a apporté que quelques-unes. Il y en a beaucoup trop pour que Kamashiro puisse s'en occuper maintenant, mais il en accepte quelques-unes. Alors que Kamashiro prend un bain, il pense que cela fait déjà 2 semaines qu'il est arrivé à Belkem. La première fois qu'il est venu dans ce bain public, c'était dégoûtant de saleté, alors il a utilisé sa capacité de nettoyage pour rendre l'eau cristalline. Grâce à cela, il peut maintenant laver sa fatigue à la fin de chaque journée. Un nouvel ami nommé Clay arrive pour saluer Kamichiro, et il explique qu'il prend son bain plus tôt que d'habitude parce que son ancienne blessure le fait souffrir. Clay a entendu dire que Kamashiro était capable d'utiliser la magie de guérison, et des rumeurs circulent selon lesquelles il a guéri une personne très malade dans les bas-fonds. Cette personne est en fait le père de Belria que Kamashiro a guéri plus tôt. Kamashiro préférerait ne pas attirer l'attention pour ça, alors il dit simplement qu'il imitait ce qu'il avait vu auparavant. Les rumeurs disent aussi que Kamichiro l'a aidé gratuitement, et il confirme que c'est le cas. C'est, bien sûr, très généreux car il aurait pu gagner une tonne d'or pour un tel miracle, mais Kamichiro ne s'en soucie pas. Au lieu de cela, il craint que le fait de le faire gratuitement ne lui attire la haine des médecins de la ville.
Clay ne peut que rire de la prévenance excessive de Kamashiro, et il décide de changer de sujet. Il rappelle à Kamishiro qu'il vient de recevoir une notification disant qu'il ne peut pas augmenter son rang, mais Kamishiro est satisfait de son rang actuel. Il ne semble pas y avoir une once de cupidité en Kamishiro, alors Clay souligne qu'il se fera encore plus remarquer en étant comme ça. C'est une critique valable, alors Kamishiro dit qu'il a bien un peu de cupidité car il aimerait avoir des ciseaux super tranchants pour récolter des matériaux. Bien sûr, ce n'est pas ce que Clay avait en tête, alors il suggère que Kimishiro étudie un peu plus le bon sens commun. Plus tard, Kimishiro reçoit le paiement pour un autre travail bien fait. Les employés de la guilde disent toujours à Kamishiro qu'il devrait soumettre sa demande pour augmenter son rang, car il croit qu'il n'aura aucun mal à atteindre un rang beaucoup plus élevé. Kamishiro explique qu'il n'est pas intéressé car il ne prévoit pas du tout de gravir les échelons. Il est sûr que s'il le fait, il s'attirera encore plus d'ennuis. Kamishiro veut juste vivre une vie simple en se la coulant douce au rang le plus bas. Il se sent un peu coupable car il semble vraiment vouloir qu'il monte en grade, mais Kamishiro n'est pas prêt à abandonner sa vie paisible. Malheureusement, nous apprenons qu'il n'aura pas le choix car quelqu'un fait irruption dans la guilde en annonçant que des gobelins attaquent. C'est une terrible nouvelle, et la vie paisible de Kamishiro est sur le point d'en prendre un coup. La guilde ordonne à tous les aventuriers de haut rang de se rassembler au poste nord. Ariana parcourt la liste des aventuriers de rang A, mais 2 des 3 sont en mission. Le 3e, cependant, est Clay, et il est toujours en ville. On l'appelle le roi dragon d'honneur, et Ariana est envoyée pour le chercher. Kamishiro écoute, mais il pense qu'il n'est que de rang F, et que ce ne sont pas ses affaires. Malheureusement, on l'empêche de partir et on lui dit qu'il ira avec les autres aventuriers. Bien sûr, notre héros est choqué, mais il ne peut pas refuser d'aider la ville. On dit aux aventuriers que les gobelins se dirigent droit sur Belkane, donc ils ne peuvent pas laisser les gobelins traverser un pont qui enjambe la rivière la plus proche. Les autres aventuriers sont excités de partir, et Kamishiro ne peut que les comparer à une équipe de sport avant un match. Quelques crétins réalisent que Kimishiro est de rang F, alors ils lui disent de ne pas se mettre en travers de leur chemin. Ils se moquent de lui en supposant qu'il aura de toute façon trop peur pour faire quoi que ce soit, mais le responsable le sait mieux que ça. L'évaluateur de la guilde a beaucoup fait l'éloge de Kimishiro récemment, et c'est vraiment rare de sa part. Ce type nommé Rodol essaie d'intimider notre héros, mais il est surpris quand Kameshiro semble imperturbable. Malgré l'apparence chétive de Kameshiro, Rodol pense qu'il pourrait être quelqu'un de spécial. Kamashiro ne veut vraiment pas de tous ces éloges car il ne veut pas se faire remarquer, mais c'est trop tard car Rodol semble l'apprécier. Rodol a assuré que Kamashiro était capable de se protéger, alors il déclare que tout ce qui lui reste à apprendre est comment utiliser sa force pour protéger les autres. Rodol est un maître de guilde, et il part avec quelques-uns des aventuriers. Une fille nommée Musli est laissée derrière avec Kamishiro, alors elle leur dit qu'ils doivent faire de leur mieux. À leur base, Kamishiro doit poliment demander à Musli de le lâcher car elle a peur de tout. Elle ne parvient pas à faire semblant de ne pas avoir peur, et Kimishiro se dit que ce sera un problème s'il la calme pas. D'abord, il la met face à la réalité en lui faisant accepter qu'elle a peur. Ensuite, il lui rappelle qu'elle est capable d'utiliser la magie de guérison, donc elle devrait concentrer toute son attention sur la guérison des blessés. Personne ne lui a même dit qu'elle devait se battre de toute façon, donc elle devrait être en sécurité. Enfin, il dit qu'il est normal d'avoir peur sur le champ de bataille. Les gens se blessent constamment les uns les autres, donc il n'y a pas de honte à avoir peur. En fait, c'est cette peur qui les pousse à avancer, et ils ne peuvent que faire ce qu'ils peuvent pour survivre. Les compétences de meneur de Kimishiro brillent vraiment à ce moment alors que ces mots inspirent la petite fille souris à faire de son mieux. Clay rit de bon cœur en voyant Kameshiro parler avec tant de passion du combat. Kameshiro était sûr que Clay serait en première ligne du combat, mais Clay explique que ses blessures lui posent problème les jours de pluie. Komishiro réalise qu'il parle des cicatrices géantes sur son dos, mais Clay semble en avoir honte. Clay explique que les gens supposent généralement que les cicatrices sur le dos d'un guerrier proviennent du moment où il fuyait ses ennemis. C'est la plus grande honte d'un guerrier, mais Kamashiro ne pense pas cela. Des cicatrices dans le dos peuvent aussi provenir de la protection de quelqu'un, et Clay confirme que c'est ce qui lui est arrivé. Kamashiro souligne que Clay a réussi à survivre à une terrible épreuve, ce qui est génial car il pourra continuer à protéger les gens. À ce moment-là,
les deux se mettent en alerte car le son signifie que quelque chose a percé la formation de leur chef. L'armée ennemie sera là en un rien de temps, alors Clay déclare qu'il doit y aller. Kamishiro lui rappelle qu'il ne pourra pas bouger librement à cause de ses blessures, mais Clay est déterminé à protéger tout le monde même si cela doit briser son corps. Kamishiro est toujours inquiet, mais Clay se précipite quand même vers les lignes de front. À proximité, les filles souris travaillent dur pour s'assurer que tous les aventuriers rentrent chez eux vivants. Les autres filles souris ont peur, mais Musli a vraiment pris les paroles de Kamishiro à cœur, et maintenant c'est elle qui inspire les autres. Elle essaie si fort, et Kamishiro se souvient comment Rodol lui a dit d'apprendre à protéger les autres. Kamishiro décide que ce n'est pas le moment d'éviter les ennuis, il doit donc agir. Il commence par créer une barrière géante autour de toute la base, et il dit à tout le monde qu'ils seront en sécurité. Les filles se demandent où il va, alors Kamishiro déclare avec confiance qu'il va s'occuper de Clay. Sur les lignes de front, nous voyons que les aventuriers sont largement en infériorité numérique face à l'immense armée de gobelins. Les choses ne font qu'empirer, et il est de plus en plus probable que les monstres atteignent la ville. Kamishiro surgit de nulle part, cependant, et il durcit ses bras et ses jambes. Il démolit l'un des monstres, mais il ne peut s'empêcher de se sentir mal d'avoir blessé un humanoïde, même si c'est un monstre. Il n'y a pas le temps de se plaindre, cependant, alors il dit à B de s'occuper des ennemis. Il dit aux aventuriers de se baisser, alors B utilise une sorte d'attaque foudroyante pour anéantir les gobelins. Les aventuriers expliquent que le groupe principal est toujours en difficulté car un monstre de haut rang est apparu, et ils ont été séparés. Le monstre est un sergent gobelin, et c'est la raison pour laquelle la ligne de front s'est effondrée. Quant à Clay, il est juste devant. Plus haut sur la montagne, nous voyons que Clay a éliminé plusieurs gobelins, mais ses blessures l'ont fait tomber au sol. Clay craint que sa vie ne s'achève ainsi, mais Komishiro arrive pour le sauver. Clay prévient que ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme Komishiro, mais Komishiro fait remarquer qu'il avait besoin de son aide. Komishiro veut qu'il se replie pour pouvoir se regrouper avec les autres, mais il n'y a pas le temps. Le général gobelin est apparu, et il n'y a aucune issue. La bête les attaque immédiatement, et encore plus de gobelins apparaissent. Clay dit à Kamishiro de fuir pendant qu'il les retient, mais Kamishiro a plutôt une question pour lui. Kamishiro se demande si les blessures de Clay sont vraiment importantes pour lui, mais Clay n'a aucune idée de pourquoi il parlerait de ça maintenant. Kamishiro veut savoir si les cicatrices renferment des souvenirs importants ou si elles lui rappellent quelqu'un d'important. Clay ne sait toujours pas où il veut en venir, mais il explique que les cicatrices ne sont qu'une nuisance. C'est ce que Kamishiro espérait, alors il a demandé à Clay si cela ne le dérangerait pas qu'il enlève les cicatrices. Clay n'a jamais entendu parler de quelqu'un capable de faire une telle chose, et B profite de ce moment pour étourdir les ennemis. Kamishiro jette alors une partie de son eau de dragon sur Clay et essaie de penser à un mot pour un sort qui pourrait guérir complètement quelqu'un. Il prononce les mots absurdes Red are Furious, et cela fait l'affaire car les blessures de Clay commencent à guérir. C'est douloureux pour une raison quelconque, cependant, et quelque chose d'étrange se produit. Clay finit par se transformer, et il ne peut que se demander ce que Komishiro a fait. Komishiro dit innocemment qu'il essayait juste de le guérir, mais autre chose s'est également produit. Clay est un géant maintenant, et il dit qu'il sent sa puissance déborder. Il n'est pas seulement guéri, il a l'impression d'être de retour dans la fleur de l'âge. Clay se lance alors dans un carnage absolu, et il ne laisse aucun ennemi debout. Rodol arrive un peu plus tard, et il voit comment Kamishiro a libéré le véritable pouvoir de Clay. Ce n'est pas tout, car on lui a aussi parlé des puissants sorts magiques que Kamishiro utilisait pour se battre auparavant. Ce ne sont pas les actes d'une personne ordinaire, alors il exige de savoir qui est vraiment Kamoshiro. Kamoshiro, comme toujours, dit simplement qu'il est un aventurier de rang F doué pour la collecte de matériaux, et Rodol comprend qu'il n'obtiendra pas plus d'informations de sa part. Il accepte la réponse de Kamoshiro et lui dit qu'il sera récompensé pour son travail. Kamoshiro le remercie, et Rodol explique qu'ils compteront probablement à nouveau sur lui bientôt. Cette nuit-là, nous voyons que Clay est revenu à la normale, mais il veut des réponses. Kamoshiro essaie d'agir comme si de rien n'était, mais Clay sent quelque chose de fougueux en lui. Il veut savoir exactement ce que Kamoshiro a fait, alors Kamoshiro explique qu'il l'a juste aspergé d'eau à éléments magiques et a lancé Red of Furious. Kamoshiro avoue que Léo provient d'une grotte souterraine abritant un ancien dragon, et Clay est choqué d'apprendre que cela signifie que B est le descendant d'un ancien dragon.
Kamishiro explique qu'il pensait que Léo accélérerait la guérison de Clay, et qu'il a dû agir vite dans la situation d'urgence. Clay en déduit que Kimashiro est capable d'utiliser des sorts de guérison de haut niveau, mais Kimashiro le corrige en disant qu'il ne fait que les imiter. Il imagine simplement à quoi ressemble un corps sain, et cela améliore considérablement l'efficacité de sa guérison. Clay est incrédule, alors il demande à Komoshiro de lui dire qui il est vraiment. Komoshiro ne sait pas quoi faire car il a un peu envie de dire la vérité à son ami. Le dieu qu'il a envoyé ici n'a jamais dit qu'il ne pouvait le dire à personne, mais Komoshiro sait que cela pourrait causer des problèmes. Clay voit que Komoshiro a du mal à révéler la vérité, alors il décide que si c'est si difficile pour lui, il ne le forcera pas. Clay le remercie simplement avant de partir, mais Komoshiro décide de lui dire. Il fait confiance à Clay plus qu'à quiconque, alors Kimishiro révèle qu'il vient d'un autre monde. Les choses deviennent très sérieuses un instant, mais ensuite Clay montre son incrédulité. Kimishiro explique que sa vie s'est terminée dans un autre monde, et qu'il a été ranimé dans celui-ci. Bien sûr, Clay est choqué, alors Kimishiro lui raconte toute l'histoire. C'est assez difficile à croire, mais il est indéniable que Kimishiro a pu transformer Clay en dragonute. Kimishiro n'a aucune idée de ce que c'est, alors Clay explique que les dragonutes sont une race ancestrale qui était à l'origine des hommes lézards. Clay est honoré de s'être transformé en l'un d'eux, mais il avait aussi peur car il sentait qu'il était sur le point de se perdre et de tout détruire. Kamashiro est sûr qu'il pourrait apprendre à le contrôler un jour, mais Clay veut qu'il soit plus sérieux. Clay voulait dire à Kamishiro qu'il se comporte de manière trop désinvolte, et c'est à son tour de dire à Kamishiro tout ce qu'il a sur le cœur. Le lendemain, Kamishiro se rend dans une boutique d'armes, et une fille nommée Rible lui demande ce qu'il aimerait acheter. Kimishiro veut juste de nouveaux ciseaux pour collecter des matériaux, mais elle n'en vend pas. Elle se présente formellement et est stupéfaite d'entendre que Kimishiro est le collecteur dont tout le monde parle en ville. Étant le grand nom qu'il est, Rible dit qu'elle pourrait peut-être l'aider. Le propriétaire de la boutique s'appelle Grussi, et c'est un forgeron de première classe, donc il pourrait peut-être fabriquer des ciseaux. Malheureusement, elle est occupée pour le moment car elle doit trouver quelque chose pour Grussi, alors Kimishiro lui propose son aide. Kimishiro s'arrête pour admirer leur processus de forge, et Rible dit qu'elle aussi est tombée amoureuse des flammes de la forge. C'est son rêve de voler un jour les techniques de forge de Grussi pour pouvoir forger une épée digne d'un héros. Rible emmène Kimishiro rencontrer Grussi, et il est impressionné par la réputation de Kimishiro, surtout parce qu'il est un nouveau venu. Bien sûr, notre humble héros dit qu'il a juste eu de la chance, et Rible explique qu'elle pense que Kimishiro peut les aider. Ils ont besoin de minerais des Hildra pour fabriquer une épée qu'ils veulent présenter à l'exposition des artisans. Grussi déteste son idée car le minerai des Hildra ne se trouve que dans la mine de Ryu, et cet endroit est extrêmement dangereux. Il est impossible qu'un collecteur quelconque puisse y survivre, mais Rible pense qu'il est leur meilleure chance. Les deux se lancent dans une vive dispute, et Komishiro ne revient pas de la façon dont Rible traite le forgeron légendaire. Grussi souligne finalement que la mine de Ryu est particulièrement dangereuse en ce moment car elle n'est plus seulement infestée de monstres. Des rumeurs parlent de démons là-bas maintenant, mais Rible le sait déjà. La seule raison pour laquelle l'approvisionnement en minerais des Hildra en ville est en baisse est que quelque chose de terrifiant éloigne les gens de la mine. Rible a omis de le dire à Kamashiro, alors Grussi lui rappelle qu'un forgeron qui ne peut pas valoriser la vie n'a rien à faire avec un marteau. Grussi apprécie qu'elle essaie de trouver de l'aide, mais il refuse d'envoyer un jeune collecteur à la mort juste parce qu'ils sont désespérés. Rible réalise à quel point elle avait tort, mais Kamishiro a quelque chose à dire. Il est clair qu'ils ont besoin de ce minerai des Hildra plus que tout, alors Kamishiro propose un marché aux forgerons. S'il leur procure le minerai, il aimerait que Grussi lui forge une paire de ciseaux en guise de récompense. Grussi n'arrive pas à croire qu'il veuille toujours y aller alors qu'il venait de dire que quiconque y descendrait y laisserait la vie, mais Kamishiro est confiant qu'il peut gérer presque n'importe quoi. Kamishiro leur montre une des pinces qu'il a encore de sa victoire contre les crabes géants, et le type est abasourdi car c'est une bête que même les aventuriers de rang B ont du mal à combattre. C'est toute la preuve dont Grussi a besoin, alors Kamishiro se dirige vers la mine de Ryu. En chemin, d'autres aventuriers discutent de certaines rumeurs qui circulent. En plus des démons, ils ont entendu dire que toutes les herbes vénéneuses d'une zone voisine ont soudainement dépéri en une nuit. Comme si cela ne suffisait pas, il y a eu aussi plusieurs perturbations étranges dans la forêt des arbres blancs. C'est en fait là où Komoshiro était il y a un moment,
alors il se demande s'il y est pour quelque chose. On dépose Komoshiro près d'une écurie, et il entend une voix familière. Cette voix est furieuse car elle avait demandé un destrier d'un blanc pur qui pourrait galoper à travers les cieux, mais à la place, elle a juste reçu un gros oiseau. Ce n'est pas du tout un cheval, mais le propriétaire explique que tout ce qui peut transporter des marchandises est appelé un cheval dans le coin. C'est vrai même si c'est un aigle géant ou un corbeau géant, alors la fille s'excuse. Kameshiro regarde pour voir de qui il s'agit et n'est pas surpris de voir que c'est l'elfe qu'il a rencontré dans la forêt. Le propriétaire lui dit qu'elle aurait peut-être plus de chances de trouver un Pégase blanc à l'endroit appelé Vazril. L'estomac de la fille gargouille comme un fou de faim, alors elle commence son voyage vers le royaume des nains. Komashiro réalise qu'elle se dirige au même endroit que lui, mais il se soucie plus de collecter des matériaux en route vers Vosroel. BM avoir un plan, alors les deux prennent leur temps pour trouver des champignons rares. Il y en a des tonnes dans cette zone, alors Komoshiro appelle ça une mine d'ingrédients. Il y a même quelque chose appelé herbe de lune nocturne, et c'est la première chose que Komoshiro trouve. Elles prennent un certain temps à être retirées correctement, mais Komishiro dit qu'elle en valent la peine pour leurs propriétés anti-fatigue. À ce moment-là, Komishiro entend un bruit terrifiant, mais n'est pas si surpris quand il découvre que cela vient de l'estomac de l'elfe. Elle est une fois de plus désespérément en manque de nourriture et d'eau, alors Kimishiro rejoue la scène précédente en l'aidant. La fille est, bien sûr, reconnaissante, mais elle pue à nouveau le fumier de vache. Kimishiro utilise instinctivement son sort de nettoyage, et la fille est stupéfaite d'être plus propre qu'elle ne l'a jamais été. Elle n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, alors Kimishiro explique simplement qu'il ne pouvait pas regarder une elfe déchoir en étant si sale. La fille se présente comme étant Brolite, et elle remercie son héros de l'avoir aidé 2 fois maintenant. Komishiro dit que ce n'était rien en partant, mais Brolite refuse de le laisser partir sans le rembourser d'abord. Les elfes rendent toujours la gentillesse, mais Komishiro dit qu'il ne l'a pas aidé pour obtenir quelque chose en retour. Brolite insiste pour aider Komishiro dans son travail, et elle fait remarquer que son petit ami dragon l'approuve. B semble vraiment l'apprécier, alors Kimishiro accepte son aide jusqu'à ce qu'il atteigne la ville suivante. Il commence à collecter des matériaux, et Brolite annonce bruyamment qu'elle a trouvé quelque chose de bien. Elle dit que c'est une crotte de fourmilier marteau super précieuse, mais en fait, c'est juste une pierre. Elle essaie à nouveau, mais finit par trouver des crottes d'animal normal. Sa dernière tentative se solde par un champignon vénéneux, alors Komishiro en déduit que son âge mental semble être le même que celui de B. Avant la tombée de la nuit, Komishiro se prépare à allumer un feu avec une gemme, mais Brolite veut aller chercher du bois de chauffage. Elle dit qu'il est important de laisser des traces d'un feu de camp pour que les autres voyageurs sachent que cet endroit est sûr pour camper. Brolite part à la recherche de bois de chauffage, mais Komishiro est surpris quand elle rapporte une bûche entière. Brolite dit que ce ne sera pas un problème, et elle montre des compétences incroyables en coupant la bûche en morceaux parfaits. Komishiro vérifie le niveau de ses lames, et il est stupéfait de découvrir que ce sont des armes de rang A. C'est la première fois qu'il en voit de si près, et elles sont même imprégnées de pouvoirs spéciaux. Cette nuit-là, Komishiro prépare un délicieux repas. Brolite adore la texture moelleuse des raviolis, et les légumes ont une saveur incroyablement riche. Komishiro explique qu'il va dans une mine pour chercher de l'hydraor, et il se demande ce que fait Brolite. Brolite révèle qu'elle cherche le Pégase blanc des cieux que sa sœur désire tant, et elle jure de ne laisser rien se mettre en travers de son chemin. Kameshiro remarque que les choses ont pris une tournure très sérieuse, mais Brolite ramène le sujet à sa nourriture. C'est au moins la 3e fois qu'elle mange sa nourriture, alors elle souligne que sa dette envers lui ne cesse de croître. Komishiro a une idée, et il dit qu'il peut simplement l'engager comme garde du corps. Brolite est intrigué par son offre de les protéger des malfaiteurs, et il souligne qu'elle pourrait aussi lui apprendre d'autres choses, comme ce qu'elle a dit sur les feux de camp. Brolite s'attendait à quelque chose de plus extrême, mais elle pense que c'est une bonne idée. Elle croit que le destin les a réunis, alors elle accepte d'être son garde du corps. Cette nuit-là, Komishiro commence à regretter sa décision car ses ronflements, ajoutés à ceux déjà bruyants de B, l'empêchent de dormir. Le lendemain matin, Kumashiro, épuisé, et son groupe atteignent la rivière juste avant le royaume des nains. Leur premier arrêt est un restaurant où ils goûtent des spécialités naines. Ils disent tous les deux qu'ils ont un ami qui adore ce plat, et il se trouve que leurs 2 amis sont des hommes lézards. Kamashiro pense que c'est une coïncidence incroyable,
mais c'est clairement plus que ça quand elle dit que cet homme lézard est connu comme le roi dragon honoraire. Ils parlent manifestement tous les deux de Clay, et il se trouve qu'il est aussi dans ce restaurant. Clay n'arrive pas à croire que deux de ses amis soient amis, mais plus important encore, il est contrarié que Kamashiro ait quitté la ville sans le lui dire. Kamishiro fait remarquer qu'il a dit à la guilde qu'il partait, mais Clay est furieux parce que c'était trop vague. Kamishiro révèle qu'il est dans le royaume des nains pour chercher du minerai des IGDR, mais Clay souligne que les gens du rang de Kamishiro ne peuvent même pas accepter de contrats miniers dans des endroits aussi dangereux. Kimishiro dit qu'il n'y pouvait rien, alors Clay explique à quel point la mine de Ryue est dangereuse. Clay espère juste que Kimishiro obtiendra une très grosse récompense pour ses efforts, et Kimishiro l'assure que c'est le cas. Il révèle que Grucy va lui fabriquer la paire de ciseaux ultimes, mais Clay n'arrive pas à croire que c'est tout ce qu'il obtient. Kamoshiro souligne que devenir ami avec le meilleur forgeron sera génial car Grucy peut fabriquer toutes sortes de choses pour lui. Clay ne peut s'empêcher de se demander à quel point Kamashiro est naïf, mais Kamashiro dit que des ciseaux sont plus importants qu'une épée pour un collecteur comme lui. Kamashiro voit que Broly a fini de s'empiffrer, alors il est temps de partir. Mais d'abord, Clay déclare qu'il aidera Kamashiro dans la mine. Il se rendait de toute façon dans la même ville pour faire réparer sa lance, donc ce n'est pas un problème pour lui. Kamashiro est trop surpris pour répondre, mais Broly le fait pour lui. Elle accueille Clay comme un autre garde du corps, mais il n'a aucune idée de ce dont elle parle. Broly explique qu'elle a juré de protéger Kamishiro, et Clay aime bien l'idée d'être un garde du corps. Ces deux-là sont manifestement des combattants compétents, mais pour une raison quelconque, Kamashiro se sent anxieux à propos de tout ça. Quelque temps plus tard, nos héros constatent que la file pour entrer dans la ville est immense. Heureusement, Clay connaît l'un des gardes, alors le garde propose de les laisser entrer. Le garde explique que la cité de Vazalor a commencé comme une colonie minière construite à l'intérieur des grandes grottes laissées par l'extraction du fer. Cet endroit est gigantesque, et le garde souhaite la bienvenue à nos héros au royaume des nains. La ville souterraine est à couper le souffle, et le garde révèle que le roi a en fait demandé à ce que Clay aille le voir. Kimashiro ne revient pas, et Clay dit que c'est une relation compliquée. Il n'y a rien de compliqué là-dedans pour le garde, car il révèle que c'est Clay qui a sauvé la ville du roi du tonnerre. Kimashiro ne savait pas que Clay était un tel héros, mais Clay dit que ce n'est pas grand-chose. À l'époque, les nains étaient un peuple doué pour la forge, mais ils étaient incapables de manier les armes. À cause de cela, ils étaient forcés de payer un tribut à un seigneur démon impitoyable. Cependant, au moment où ce démon a vu Clay passer par hasard, il lui a suffi d'un regard pour s'enfuir. C'est quand même assez impressionnant, et le garde explique qu'ils ont construit une statue pour Clay afin de commémorer ce jour. Clay est embarrassé de voir une statue de lui-même, mais le garde lui dit de ne pas s'inquiéter car elle ne lui ressemble pas tant que ça. Quand ils vont voir le roi, Clay se plaint immédiatement qu'il ait fait une statue de lui. Il est clair qu'ils sont bons amis, alors Kamashiro se présente formellement. Le roi lui dit de ne pas être si formel, et il dit qu'il aimerait savoir pourquoi il est venu au royaume des nains. Grazu a en fait donné à Kamashiro une lettre d'introduction à remettre au roi pour demander la permission d'entrer dans la mine de Ryu. Le roi explique qu'il y a quelques mois, cette mine est devenue un repère de démons après que le grand tremblement de terre a secoué la terre. Le roi est cependant choqué quand Kamashiro dit qu'il est déjà conscient du danger, et qu'il veut quand même y aller. Clay assure le roi qu'il protégera Komishiro et explique que Broly est elle-même une guerrière redoutable. Avec Clay se portant garant pour eux, le roi décide de faire confiance à la joyeuse bande d'aventuriers. Ils sont tous choqués, cependant, quand il les met à l'épreuve en leur demandant de découvrir la vérité derrière les perturbations démoniaques à l'intérieur de la mine de Ryu. Clay n'est cependant pas surpris, et il accepte fièrement la mission. Kamashiro lui rappelle qu'il cherche juste du minerai des Hildra, mais il est trop tard car Clay a déjà accepté la quête. Plus tard, le chef réceptionniste de la guilde des aventuriers de la ville se présente. Son nom est Zambo, et il les guidera à travers les tunnels. Il fait super sombre dans la mine, alors Broly est émerveillé quand Kameshiro parvient à créer de la lumière avec de la magie. Kameshiro jette alors un œil à la carte de la mine et utilise un sort de lecture dessus. Cela permet à Kameshiro de la mémoriser, mais les membres de son groupe sont stupéfaits de voir qu'il vient d'utiliser deux sorts à la fois. Kameshiro ne veut pas en faire toute une histoire, cependant, alors il continue simplement d'avancer. Dès qu'il entre, la capacité de Kameshiro détecte instantanément que la réaction minérale dans cette zone est très faible.
Zambo est impressionné que Kameshiro ait pu le dire juste en regardant les murs, mais ils sont distraits quand B les avertit de quelque chose qui approche. Kimishiro utilise la recherche, et il est surpris quand il détecte 2 monstres. Il s'avère que ce sont 2 araignées géantes, et Clay en élimine immédiatement une. Kimishiro étourdit l'autre, et il demande à Broly de l'achever avec ses dagues. Après une courte célébration, ils continuent leur voyage, et Kimishiro sent que la concentration de magie devient plus forte à mesure qu'il s'enfonce. Kimishiro s'écarte des autres, mais Zambo fait remarquer qu'il se dirige vers une impasse. La capacité de Kameshiro a cependant détecté quelque chose, et cela semble être profondément dans les murs. Kameshiro demande à Zambo la permission d'essayer sa propre méthode de minage, et le nain Y autorise. Kameshiro dit à tout le monde de reculer, et ils ne peuvent que se demander ce qu'il a l'intention de faire. Kameshiro explique qu'il met en place une barrière et durcit la surface, mais ce n'est que la préparation. Il lance ensuite des projectiles tout en activant son sort d'explosion, ce qui fait complètement exploser le mur. Tout ce qui reste est une tonne de filons d'Ildrite, mais Komashiro est déçu que ce soit de l'île-jour. Zambo dit que l'île-jour n'est rien comparé à ça, car le filon d'Ildjourite est exceptionnellement rare. Komashiro lui fait un petit scan rhino, et il découvre que ce matériau est de rang A. Clay peut même sentir la magie qui en émane, et il dit que c'est pratiquement une pierre magique. À ce moment-là, B prévient que quelque chose est proche. Les autres vont voir ce que c'est, mais Zambo est horrifié par ce qu'il trouve. C'est son pire cauchemar, car le démon est apparu. Tout le groupe est terrifié, mais le comportement de Kamoshiro a complètement changé. Il est devenu très sérieux, et il dit à tout le monde de le laisser s'occuper seul de cet ennemi. Les autres pensent qu'il est fou, mais Komishiro leur a juste demandé de le lui laisser. Il s'approche de la créature mystérieuse, et Komishiro déclare que cette proie lui appartient, à lui et à B. B est tout aussi sérieux, et le monstre se révèle enfin. Kameshiro n'arrive pas à croire que ce type d'adversaire se trouve ici, et sa bouche commence à baver. C'est un monstre crabe, alors les yeux de Kameshiro et de B s'illuminent à l'idée de le dévorer. Clay et Broly ne peuvent que regarder, choqués, B et Kameshiro baver devant leur dîner. Kameshiro doit calmer un peu le petit dragon, mais il peut à peine se contrôler. Il dit que le monstre est assez frais pour être mangé cru, mais Clay lui rappelle que ce n'est pas le moment de célébrer. Kameshiro se souvient du danger dans lequel il se trouve lorsqu'il est forcé d'esquiver l'attaque du monstre, et Clay révèle que cette chose est un crabe tango. C'est un monstre féroce de rang A, et il faudra toute leur équipe pour le vaincre. Kimishiro empêche cependant ses alliés de se joindre au combat, car il pense que ce crabe est le plat principal parfait. Il dit à B de le couvrir, mais lui ordonne de ne pas utiliser le feu ou la foudre. Kameshiro rit comme un maniaque et utilise les sorts de réduction rapide et de durcissement. Ses amis sont alors choqués quand il fonce droit sur le crabe. B utilise son attaque sonore pour immobiliser la bête, et Komishiro lui assène un coup puissant en plein visage. Notre héros est pris au dépourvu car le monstre est beaucoup plus résistant qu'il n'y paraît, et il le repousse. B utilise un sort de gel pour l'empêcher de bouger à nouveau, et Komashiro le scanner pour trouver son point faible. Une fois celui-ci trouvé, Komashiro invoque des lances de glace et déclare qu'il est temps de mettre fin au combat. Ces éclats de glace recouvrent complètement la bête de glace, et tout le monde est stupéfait de voir que Komashiro et B ont pu la vaincre seuls. Clay ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Kimishiro n'a pas voulu de leur aide, et il est clairement contrarié. Notre héros s'excuse de s'être emporté, et il explique qu'il ne voulait tout simplement pas abîmer les parties comestibles du crabe. Les armes de Clay et Broly sont probablement couvertes de sang, alors Kimishiro craignait que leur lame n'ait donné un goût terrible au crabe. Clay rappelle avec colère à Kimishiro qu'il est son garde du corps, mais Kimishiro souligne qu'il a l'expérience du combat contre les crabes. Clay ne peut nier que les pouvoirs magiques de Kimishiro sont hors normes, mais Clay le supplie de faire confiance à ses coéquipiers dans les moments de danger. Il promet que ni lui ni Broly n'ignoreraient jamais le jugement de Komashiro, et qu'il devrait donc compter sur eux plus souvent. Komashiro et B s'excusent, mais Clay dit que ce n'est pas grave. Il est temps d'emporter la bête, alors nos héros se remettent joyeusement au travail. Quelque temps plus tard, Kamishiro dit qu'ils ont à peu près tout extrait dans cette zone, mais ils captent toujours de forts signaux plus loin. S'ils creusent encore plus profondément, il y a de fortes chances qu'ils tombent sur une quantité encore plus grande de ce qu'ils cherchent. Kimishiro ne cesse d'impressionner Zambo car d'abord il a vaincu le démon, puis il a trouvé un gisement de minéraux entiers juste pour eux.
Des larmes coulent sur son visage alors qu'il devient émotif, et il remercie Kimichiro d'avoir tant aidé les nains. À ce moment-là, Kimichiro a une prise de conscience. Il y a eu plusieurs distorsions à travers le pays, comme des tremblements de terre et des monstres réveillés par l'essence magique. Tout cela a commencé à se produire après qu'il a aidé l'ancien dragon, et Kimichiro réalise que ses actions ont eu un impact plus grand qu'il ne le pensait. C'est logique car il se souvient que le dieu a dit à Kamichiro qu'il serait une simple goutte d'eau, dont les ondulations changeraient le monde entier. Kamichiro ne le faisait pas vraiment exprès, mais il pense maintenant qu'il est peut-être en train de changer le monde petit à petit. Si c'est le cas, Kamichiro espère simplement que c'est un changement positif pour tous ceux qu'il a rencontrés en chemin. De retour au royaume, Kamichiro explique que leur mission est terminée, et que le démon a disparu. Le roi a du mal à y croire, alors Zambu confirme qu'il l'a vu de ses propres yeux. Même lui a du mal à y croire, mais il s'est assuré de ne pas cligner des yeux une seule fois pour pouvoir tout voir. Zambu insiste pour que Kameshiro montre le démon au roi, alors notre héros le sort. Le démon massif fait trembler le sol, et le roi regarde avec admiration. Il a une présence effroyable, et le roi complimente notre héros pour avoir vaincu la créature terrifiante. Le roi veut lui donner une énorme récompense, alors Komashiro demande que sa récompense soit le démon lui-même. Outre le démon, Brolid est ravi après qu'il ait également reçu 3 millions de raves chacun. Komishiro ne pense cependant pas à l'argent, car il imagine juste le sashimi dont ils vont se régaler. Les autres ne peuvent que se demander à quoi ils pensent, et Komoshiro dit que la carapace dure du crabe pourrait faire un excellent matériau pour des ciseaux de récolte. Aujourd'hui était une excellente journée, alors il dit qu'ils ont tant de choses à attendre avec impatience. Le lendemain, les choses ne font que s'améliorer lorsque Broly reçoit un véritable Pégase de légende. C'est juste une autre récompense du roi, et Broly admire la belle carrure du cheval. La lance de Clay est également réparée, alors maintenant ils peuvent rentrer chez eux. Malheureusement, Broly doit rentrer chez elle car elle veut donner le Pégase à sa sœur. Broly dit qu'elle a une dette énorme envers Komashura, si grande qu'elle pourrait passer sa vie entière sans pouvoir la rembourser. Kamichiro lui dit de ne pas s'inquiéter, cependant, car il a eu un crabe dans l'affaire, et il pense qu'il y a gagné au change. Kamichiro dit au revoir à son garde du corps, et elle promet qu'ils se reverront un jour. Elle rit comme une psychopathe en s'envolant, et leur dit de se préparer à son retour. Quand il retourne à la guilde, Ariana est choquée de voir les deux aventuriers ensemble. Elle est choquée quand elle pense qu'ils ont formé un groupe ensemble, et Clay dit que ce n'est que temporaire. La lapine est quand même excitée par ça, alors elle court le dire aux autres employés de la guilde. Kamichiro fait remarquer qu'ils n'ont jamais accepté d'être dans une équipe, mais Clay dit que ça pourrait marcher. Kamichiro a des tendances excentriques, et Clay pense qu'avoir quelqu'un pour le surveiller pourrait être utile à Kamichiro. Kamichiro pense que Clay peut être un peu moralisateur parfois, mais voyager avec lui ne serait peut-être pas si mal. Après quelques discussions, les deux ont choisi un nom pour leur équipe. Ils y ont beaucoup réfléchi et ont choisi la Brigade Noire des Azurs. De retour à la boutique d'armes, Kamashiro donne à Grussi ce qu'il a demandé. Grussi et Ribel se mettent à trembler, alors Kamashiro explique qu'il s'est dit que de l'hydrite de haute pureté serait parfaite pour forger une épée. Ils sont trop pétrifiés pour dire un seul mot, alors Kamashiro craint que l'hydrite soit en fait plus difficile à travailler quand elle est trop pure. Il s'inquiète car ils voyagent depuis 1 heure maintenant, mais il s'avère qu'ils sont simplement les plus heureux qu'il ait jamais été. Leur joie les fait même pleurer, et Ribel est si heureuse qu'il ait demandé à Kamashiro de faire ce travail pour eux. L'hydrite est absolument parfaite, mais Grussi doit dire à son élève de se ressaisir. Ribel s'empresse de faire remarquer que Grussi pleure encore plus qu'elle, alors ils sanglotent dans les bras l'un de l'autre. Kamichiro est soulagé de voir à quel point ils sont heureux, et Grussi explique pourquoi c'est si génial. En 120 ans de vie, Grussi n'a jamais vu autant d'hydrite en un seul endroit. C'est incroyablement rare, et ça fera une excellente arme. Kameshiro savait que sa qualité était élevée, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi ému. Les résultats de son scan disaient bien que l'hydrite était parfaite, mais il pense qu'on ne peut jamais être sûr si quelque chose est exactement ce que le client recherche. Au final, ce qui compte plus que la valeur marchande, c'est de donner au client exactement ce dont il avait besoin. Kamichiro n'avait jamais pensé comme ça auparavant, alors il en conclut qu'il commence enfin à être fier d'être un collecteur. Il y a tellement d'hydrite qu'ils ne pourront même pas tout lui payer,
mais Kamishiro leur rappelle qu'il ne voulait qu'une paire de ciseaux sur mesure en retour. Il dit que ça peut attendre, cependant, parce qu'il veut qu'il se concentre sur la forge d'une épée si bonne qu'elle remportera le premier prix à l'exposition. C'est incroyablement gentil de sa part, alors les deux forgerons promettent de faire de leur mieux. 2 semaines plus tard, Wade dit qu'il a cherché notre héros partout. Il a été convoqué par quelqu'un d'important, et Clay reconnaît le blason sur la lettre. Elle provient de la maison de la famille Luslavac, et c'est très probablement le seigneur de ces terres. C'est un seigneur territorial, alors Kamishiro se dit que cela ressemble à des ennuis en perspective. Kimishiro essaie de dire qu'il sent un mal de ventre arriver, mais Clay ne veut entendre aucune excuse pathétique. Wade dit à notre héros de ne pas s'inquiéter car le seigneur Belminant n'est pas le genre de noble désagréable. Kimishiro lit la lettre, et Clay remarque que son nom est listé à côté de celui de Kamishiro. Wade explique que le seigneur a entendu dire qu'il avait formé une équipe, alors il a décidé de convoquer leur brigade. La lettre mentionnait quelque chose à propos de leur conférer des honneurs, mais Kamishiro prédit qu'il se passe autre chose. Clay se demande s'il a entendu parler du dragon de Kamishiro, et Kamishiro est terrifié à l'idée que le seigneur essaie de lui prendre baie. Heureusement, le seigneur n'est pas ce genre de personne, et Wade souligne qu'il n'a de toute façon pas ce genre d'autorité. Clay dit que même s'il essayait de prendre baie, il serait aux côtés de Kamishiro lorsqu'il quitterait le royaume. Kamishiro pense maintenant qu'être convoqué est une excellente chose car ils peuvent aller sur la côte pour manger plus de sashimi. Wade ne revient pas de Kamashiro et baie, car ils sont toujours excités par la cuisine à base de viande de monstre. En route pour rencontrer le seigneur, Kamashiro remarque qu'il attire beaucoup l'attention. C'est tout naturel, comme l'explique Clay, car être convoqué au manoir d'un seigneur est le rêve de tout aventurier. Kamishiro ne comprend pas pourquoi, alors Clay explique que tout changera pour un aventurier si le seigneur décide de le soutenir. Même les pires aventuriers gagnent en crédibilité quand un noble leur donne sa bénédiction. Ils entrent dans le domaine du noble, et Kimishiro ne revient pas de sa taille. Le château lui-même est encore plus incroyable, et le majordome nommé Raymond les guide à l'intérieur. Kimishiro est alors stupéfait par les servantes, car pas un seul de leurs pas n'est désynchronisé lorsqu'elles s'inclinent pour le saluer. Puis, une petite enfant court vers eux et remarque immédiatement le dragon. Cette fille agaçante dit qu'elle s'attendait à un peu plus d'intelligence dans ses yeux, mais le juge acceptable. Elle ne perd pas de temps et déclare que le dragon lui appartient désormais, et elle exige que Kamashiro le lui remette. Nos héros sont choqués un instant, mais Kamashiro refuse rapidement. Cette fille n'a jamais entendu le mot non auparavant, alors elle ne comprend pas, et elle explique son raisonnement. Elle dit que les dragons sont des créatures nobles, donc seul un noble est digne d'en posséder un. Clay la reconnaît comme étant Dame Tiara, et Kamishiro vérifie ses statistiques. C'est une enfant déraisonnable, alors Kamishiro se demande comment il va gérer cette situation. Il essaie en lui demandant pourquoi elle croit avoir droit à son dragon, et sa réponse est simple. Quelqu'un nommé Bernard lui a dit qu'un aventurier voyageait avec un dragon, et elle a tout de suite su qu'il le lui fallait. Il lui a aussi dit que face à des aventuriers ignorants, elle devait rester ferme et agir avec dignité pour les faire obéir. Kamishiro en conclut que Bernard est derrière tout ça, mais il réalise alors qu'il n'a aucune idée de qui est Bernard. Kamishiro lui dit simplement que B fait partie de sa famille, donc il ne peut le donner à personne. B lui dit poliment bonjour après qu'elle a prononcé son nom, et elle est ravie qu'il lui ait répondu. Elle peut voir à quel point ils sont gentils tous les deux, et elle est maintenant embarrassée de leur avoir parlé si cruellement. Elle n'avait même pas imaginé à quel point leur lien serait fort, alors elle s'excuse d'avoir essayé de les séparer. Tiara est ravie quand B lui pardonne, et elle l'étreint à l'étouffer. Kamishiro se demande pourquoi elle veut tant un dragon, alors Tiara explique qu'elle voulait le montrer à sa mère. Puis son père arrive en se demandant ce qu'elle fait. Kamishiro est stupéfait car ce type est super jeune, et c'est le seigneur de tout ce territoire. Son nom est Belminant, et il est ravi de rencontrer enfin le collecteur dont il a tant entendu parler. Belminant s'excuse pour le comportement de sa fille, mais Kamishiro lui dit de ne pas s'en inquiéter. Belminant va droit au but et révèle qu'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle il les a convoqués. Clay a le sentiment de savoir de quoi il s'agit, et Belminant confirme que c'est à propos de sa femme, Milatoria. Elle est alitée depuis près de 6 mois maintenant, et les médecins ne peuvent rien faire pour l'aider. Belminant a entendu des rumeurs sur Kamashiro, en particulier un cas concernant une famille qui l'a aidé.
Les rumeurs disent qu'un homme frêle du district de Bospor a soudainement recouvré la santé en un jour, grâce à l'intervention de Kamashiro. Belminan supplie maintenant Kamashiro d'utiliser son pouvoir remarquable, et il le prie de sauver sa femme. Kamashiro pense à la façon dont il a essayé de soigner Clay, mais a fini par le forcer à évoluer. Il craint que s'il perturbe à nouveau l'équilibre, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Comme Kamashiro ne répond pas, Belminan révèle que sa fille voulait un dragon à cause de sa mère. Dans quelques jours, Tiara devra retourner à la capitale royale pour l'école. Elle pensait qu'elle pourrait remonter le moral de sa mère en lui offrant une adorable créature qui resterait à son chevet. Belminan admet qu'elle peut être stupide parfois, mais il dit que Tiara a un cœur bon. Le visage de Clay est bientôt couvert de larmes, car il n'arrive pas à croire à quel point cette histoire est triste. Kamashiro aimerait que son ami n'ait pas les larmes aux yeux en le regardant, car il le culpabilise pour qu'il dise oui. B est également en larmes, mais Kamashiro doit penser à toutes les conséquences. Belminan est un seigneur, et si quelque chose ne va pas avec la guérison, alors il aura d'énormes problèmes. Kamashiro ne peut s'en empêcher, cependant, et Belminan est ravi d'entendre qu'il va les aider. Ils vont dans la chambre de Milatoria, et Kamashiro peut dire qu'elle n'a pas été aérée depuis des jours. Milatoria salue son mari bien-aimé, et Kamashiro est choqué par son apparence maladive. Belminan lui révèle qu'il a amené l'homme dont la rumeur dit qu'il guérit les maladies avec un pouvoir mystérieux, alors il appelle Kamashiro. Kamashiro aimerait d'abord laisser entrer un peu de lumière, mais Belminan ne le permet pas. Il dit que sa femme est sensible à la lumière du soleil, alors Kamashiro se met au travail. Son scan révèle qu'elle est criblée de maladies. Il y a au moins 5 choses qui ne vont pas du tout chez elle, et beaucoup de ses organes sont défaillants. Kamashiro peut plus ou moins dire ce qui ne va pas chez elle, alors Belminan veut désespérément savoir si Kamashiro peut la guérir. Kamashiro est confiant qu'il peut traiter ses symptômes, comme la sensibilité à la lumière, les douleurs articulaires et les vertiges. Les autres choses comme ça ne seront pas un problème, mais Kamashiro pense qu'il y a des choses pires qui ne vont pas chez elle. Il n'a même jamais entendu parler de certaines choses comme l'empoisonnement à l'ivoire, mais il pense que soigner ce qu'il peut devrait aider un peu. Clay peut voir que Kamashiro est inquiet, alors Kamashiro explique que tout est une question de confiance. Il souligne qu'il n'est qu'un aventurier inconnu, alors il demande à Belminan s'il placera vraiment la vie de sa femme entre ses mains. Milatoria fera ce que son mari décidera, et elle explique qu'elle ne s'attend pas à un miracle. Elle se met à pleurer en révélant qu'elle veut juste tenir à nouveau Tiara dans ses bras. Cela seul suffirait, alors Belminan supplie Kamashiro de sauver sa femme. Cela étant réglé, Kamashiro déclare qu'il est temps de commencer. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.